On dit que l'amour est patient. On ne mentionne jamais ce qui arrive quand la patience devient votre prison. Je veux vous raconter le jour où j'ai appris la différence entre être oublié et être effacé. C'était un samedi de juin. Le genre de jour qui vous fait croire aux secondes chances, avec la lumière du soleil qui filtre à travers les rideaux de dentelle et les oiseaux qui chantent comme s'ils connaissaient des secrets que vous ignorez. J'avais 77 ans, assise sur un banc en bois à l'arrêt de bus de la rue de la Paix, vêtue de mon plus beau tailleur-jupe bleu marine et des talons qui me pinçaient les pieds mais me donnaient une impression de grandeur. Sur mes genoux se trouvait un cadeau soigneusement emballé, un cadre photo en argent que j'avais passé des semaines à choisir et une boîte de biscuits sablés que j'avais préparée la veille, du genre que ma fille adorait quand elle était petite. Le mariage avait été magnifique. Charlotte était radieuse dans la dentelle de sa grand-mère, la même robe que j'avais portée 48 ans plus tôt. J'avais observé depuis le 3e rang, assez près pour voir ses mains trembler lorsqu'elle prononçait ses vœux, assez loin pour savoir où j'étais. Après la cérémonie, tandis que les invités se mêlaient et que les coupes de champagne trinquaient, Charlotte m'avait embrassé sur la joue et murmuré « Maman, on va d'abord prendre des photos avec la famille proche, puis avec la réception. Attends-nous à l'arrêt de bus après, on viendra te chercher et on ira dîner, juste nous. » Juste nous. Ces mots avaient résonné comme une promesse enveloppée de soie. Alors j'ai attendu. Le soleil de l'après-midi s'est fait plus intense, pressant mes épaules comme une main chaude. D'autres invités au mariage sont passés, leur rire résonnant sur les bâtiments en pierre, leur voix rayonnante de joie. J'ai reconnu certains visages, les camarades de classe de Charlotte, les collègues de son mari, des parents éloignés venus de Lyon et de Marseille. Ils ont hoché la tête poliment, comme on salue une femme âgée assise seule, puis ont poursuivi leur conversation sur la magnifique cérémonie, le délicieux gâteau, le sourire radieux de la mariée. J'ai regardé ma montre. 16h30. Puis 17h. Puis 18h. Les ombres se sont allongées. Mes pieds commençaient à me faire mal avec ces maudits talons, mais je ne voulais pas avoir l'air débraillé à l'arrivée de Charlotte. Je voulais être prête, sereine, la mère dont elle pourrait être fière. Alors je me suis redressée, j'ai lissé ma jupe et j'ai regardé la rue déserte. Une jeune mère est passée avec son bambin, le visage du petit garçon collant de crème glacée. Il m'a fait un signe de la main, ce geste simple et pur que font les enfants avant d'apprendre à mesurer l'amour. Je lui ai rendu l'appareil, me souvenant de Charlotte à cet âge, comment elle avait couru vers moi avec les genoux écorchés et les jouets cassés, comment j'avais été tout son monde à l'époque. Quand ai-je cessé d'être son monde? Quand suis-je devenu l'obligation qu'elle gérait au lieu de la mère qu'elle célébrait? 7 heures sont arrivées. Puis 8 heures. Les lampadaires ont clignoté, projetant de longues ombres sur les pavés. Mon estomac a gargouillé. J'avais été trop nerveuse pour manger à la réception, trop inquiète de renverser quelque chose sur ma robe, trop concentrée sur mon invisibilité pour ne gêner personne. La boîte de sablé semblait plus lourde sur mes genoux, un rappel de la soirée que nous avions prévue, de la conversation que nous aurions eue, de la connexion dont j'avais tant besoin. À 9 heures, j'ai compris. Ce n'était pas de l'oubli. C'était une intention. Je suis rentré chez moi les pieds endoloris, chaque pas étant une petite rébellion contre l'histoire que je me racontais. L'appartement semblait vide lorsque j'ai ouvert la porte, empli de ce silence particulier qui survient après la mort de l'espoir. J'ai posé le cadeau sur le comptoir de la cuisine, non ouvert. J'ai rangé les sablés dans le placard, non mangés. Je me suis servi un verre de vin avec des mains qui tremblaient à peine. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les réseaux sociaux, comme ils appellent ça. Un endroit où les gens jouent leur vie pour un public invisible. J'y avais résisté pendant si longtemps, appelant cela de la vanité, appelant cela du gaspillage. Mais ce soir, j'avais besoin de voir. J'avais besoin de savoir. Le profil de Charlotte est apparu comme une blessure brillante. Photo après photo du mariage, chacune plus belle que la précédente. Charlotte riait avec ses demoiselles d'honneur. Charlotte dansait avec son nouveau mari. Charlotte entourée de sa famille, leurs visages rayonnant d'acceptation et de joie. Charlotte coupait le gâteau, trinquait avec ses amis, embrassait ses proches venus de l'autre bout du pays. Et puis je l'ai vue. La photo qui m'a serré la poitrine et brouillé la vue. Charlotte et son nouveau mari entourés de leur famille, tous souriant à l'objectif. La légende disait
Juste une famille célébrant notre journée parfaite. Tellement reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu ce moment magique. Juste une famille. Je n'étais pas sur la photo. Je n'étais sur aucune d'elles. J'ai parcouru des dizaines d'images, à la recherche de mon visage, de mon tailleur bleu marine, de la moindre preuve de ma présence. Des amis avaient tagué Charlotte, laissant des commentaires sur sa beauté, la perfection de la journée, le plaisir de voir toute la famille réunie. Toute la famille. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'ordinateur et me suis assise dans le noir, sentant quelque chose changer en moi. Pas la douleur aiguë de la trahison, cela viendrait plus tard. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond. La reconnaissance. La lente et terrible compréhension que ce n'était pas la première fois que j'étais effacée. C'était juste la première fois que j'étais suffisamment éveillée pour le voir. J'ai repensé aux années écoulées depuis la mort du père de Charlotte. Avec quelle rapidité j'étais devenue la solution aux problèmes de tout le monde et la priorité de personne. Les prêts co-signés lorsque son mari a perdu son emploi. Les factures médicales que j'avais payées sans poser de questions. Les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants. L'acompte sur leur maison. Les dépenses imprévues qui semblaient toujours coïncider avec mes versements de retraite. Même leur lune de miel à Santorin, je l'avais financée aussi, me disant que c'était un investissement dans leur bonheur, un cadeau qui leur apporterait de la joie. Charlotte avait envoyé une carte postale, un coucher de soleil générique avec « Passe un merveilleux moment » griffonné de sa main soignée. Je l'avais gardé sur mon réfrigérateur pendant 3 ans, un monument à ma propre bêtise. Quand étais-je devenu la banque au lieu de la mère? Quand mon amour était-il devenu transactionnel, mesuré en euros et en faveur plutôt qu'en présence et en conversation? Je me suis servi un autre verre de vin et me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme, le genre de soirée paisible qui me faisait habituellement me sentir reconnaissante pour mon petit appartement, ma vie simple. Mais ce soir-là, je ressentais le poids de toutes ces années passées à me faire plus petite, plus silencieuse, plus pratique. À m'excuser d'avoir besoin d'attention, de vouloir être incluse, d'avoir osé croire que l'amour signifiait se montrer. Le lendemain matin, je me suis réveillée différente. Pas brisée. Pas amère. Différente. Je me suis habillée avec soin, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. J'ai préparé le café comme je l'aimais, fort et noir, pas la version faible et lactée que j'avais servie lors de la visite de Charlotte. J'ai pris mon petit déjeuner à mon rythme, lisant le journal sans me presser, sans vérifier mon téléphone pour des messages qui n'arrivaient pas. Puis je suis allée à la banque. Madame Bernard, sourit la caissière, me reconnaissant pour des années de transactions. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois annuler certains prélèvements automatiques, dis-je d'une voix ferme. Et j'aimerais parler à quelqu'un pour modifier mon testament. La procédure a duré 3 heures. Annuler les virements mensuels sur le compte de Charlotte. Retirer son nom de mes économies. Mettre à jour les bénéficiaires de mon assurance. À chaque signature, je me sentais plus légère, comme si j'avais porté des pierres dans mes poches pendant des années sans m'en rendre compte. L'avocate, une femme aimable à peu près du même âge que Charlotte, a examiné les documents avec moi. Êtes-vous sûre de ces changements, Madame Bernard? Ils sont importants. J'en suis sûre, dis-je. Je veux que tout revienne à ma petite fille, Lily. C'est la seule qui me voit. Lily. La fille de Charlotte, aujourd'hui âgée de 22 ans et étudiante en lettres à la Sorbonne. La seule personne qui m'envoyait encore des lettres manuscrites, qui se souvenait de mon anniversaire sans rappel sur Facebook, qui appelait juste pour parler, sans rien demander. Lily, qui avait hérité de la passion pour les livres de sa grand-mère et de l'indépendance farouche de son arrière-grand-mère. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à Lily. Pas un email, pas un texto, mais une vraie lettre sur du vrai papier avec de la vraie encre. Je lui ai parlé du mariage, de l'arrêt de bus, des photos où je n'existais pas. Je lui ai parlé des changements que j'avais opérés, de l'héritage qu'elle recevrait, de la confiance que je plaçais entre ses jeunes mains. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être invisible. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de Charlotte, claire et fausse, comme quand elle voulait quelque chose. Maman, je suis vraiment désolée pour samedi. C'est devenu tellement fou après la réception, et on a complètement oublié de venir te chercher.
J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. J'ai oublié. Comme si j'étais des clés de voiture ou une liste de courses. J'ai attendu 4 heures, ai-je dit simplement. Oh, maman, je suis vraiment désolée. Laisse-moi me rattraper. Pourquoi ne viens-tu pas dîner ce week-end? Je te préparerai ton plat préféré. Non. Le mot est resté suspendu entre nous comme une porte qui se ferme. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Enfin non, Charlotte. Je ne viendrai pas dîner. Je ne ferai pas comme si c'était un accident. Je ne te faciliterai pas la tâche pour te racheter. Un silence s'installa au téléphone. Puis, la voix de Charlotte, plus faible maintenant, confuse. Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme si 30 ans à être tenus pour acquises pouvaient se résumer en une simple explication. Charlotte, quand tu as dit juste la famille dans la légende de cette photo, tu voulais dire quoi? Je voulais dire la famille proche. Tu sais, le cortège nuptial, les parents. Je suis ton parent. Bien sûr que tu le es, mais... Mais quoi? Mais je ne suis pas le bon genre de parent? Pas assez jeune, pas assez riche, pas assez à l'aise pour être inclus dans ta journée parfaite? Maman, ce n'est pas juste. Tu dramatises. Dramatique. Le mot que les femmes utilisent quand d'autres femmes cessent d'accepter moins que ce qu'elles méritent. Tu sais ce qui est dramatique, Charlotte? Rester assise à un arrêt de bus pendant 4 heures avec des talons qui te coupent les pieds, un cadeau pour une fille qui a déjà décidé que tu n'existais pas. Tu sais ce qui est dramatique? Passer 77 ans à croire que l'amour, c'est se faire plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Maman, s'il te plaît. Tu es bouleversée. Parlons-en calmement. Je suis calme. Peut-être pour la première fois depuis des décennies, je suis complètement calme. Je suis assez calme pour y voir clair. Je suis assez calme pour arrêter de financer ta vie pendant que tu effaces la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai annulé les prélèvements automatiques. Tous. Ça veut dire que j'ai modifié mon testament. Ça veut dire que j'ai arrêté d'être ta police d'assurance invisible. Le silence qui suivit était différent maintenant. Plus pesant. Le silence de quelqu'un qui calcule les pertes. Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse à propos de quoi que ce soit de ma vie. Mais maman, on dépend de... De quoi? De moi? De mon silence? De ma volonté de tout donner sans rien demander en retour? Oui, je sais. C'est ça le problème. La voix de Charlotte changea, adoptant le ton prudent qu'elle employait avec les clients difficiles. Maman, je crois que tu es en pleine dépression. Tu devrais peut-être voir quelqu'un, parler à un médecin. Je ne suis pas brisée, Charlotte. Je suis réveillée. Il y a une différence. Je raccrochai et m'assis dans le silence qui suivit. Dehors, le soir se fondait dans des ombres violettes, ce genre de crépuscule qui me faisait me sentir seule. Mais ce soir, j'ai ressenti autre chose. De l'espace. De la place pour respirer. La possibilité d'une vie qui ne soit pas façonnée par les besoins des autres. 2 semaines plus tard, Lily vint me rendre visite. Elle arriva un mardi après-midi, les bras chargés de fleurs et le visage rayonnant de ce genre de sourire qui ne calcule pas le prix. Elle était belle, comme le sont les jeunes femmes qui n'ont pas encore appris à douter d'elles-mêmes, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon lâche, ses yeux du même brun profond que ceux de son grand-père. « Grand-mère, dit-elle en m'embrassant sur les joues à la française. J'ai bien reçu ta lettre. » Nous étions assis dans ma cuisine, la même où j'avais élevé Charlotte, où je lui avais appris à faire des crêpes, où je l'avais aidée à faire ses devoirs et où j'avais écouté ses chagrins d'adolescente. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était comme si c'était le mien. « Parle-moi du mariage, » dit Lily en versant du thé de ma belle porcelaine, le service que je gardais pour les grandes occasions qui n'arrivaient jamais. Alors je lui ai raconté. Pas la version édulcorée que j'aurais pu partager avec Charlotte, mais la vérité. L'attente. Les photos. L'effacement. La lente et terrible compréhension que j'étais devenue une commodité plutôt qu'une personne. Lily écoutait sans interrompre, son jeune visage sérieux, les mains fermement posées sur sa tasse de thé. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Je suis désolée, dit-elle finalement. Je suis désolée que ma mère ait oublié qui tu étais.
Je suis désolé qu'elle t'ait fait te sentir invisible. Je suis désolé que tu aies dû réapprendre à te voir. Je me mis alors à pleurer. Non pas les larmes amères de la trahison, mais quelque chose de plus profond. Du soulagement. Le profond soulagement d'être vu, d'être connu, d'être valorisé pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais apporter. Je ne veux pas être amère, murmurai-je. Je ne veux pas passer le reste de mes jours en colère. Tu n'es pas amère, grand-mère. Tu es libre. Ce week-end-là, nous avons fait des muffins ensemble. Aux myrtilles, avec la recette que son arrière-grand-mère m'avait apprise, celle que j'avais essayé de transmettre à Charlotte, mais elle était trop occupée pour l'apprendre. Les mains de Lily étaient douces dans la pâte, son attention totale, telle que seul un intérêt sincère peut la révéler. « Parle-moi de papa », dit-elle en attendant que les muffins cuisent. « Les vraies histoires, pas celles que maman raconte. » Alors je lui ai parlé de son grand-père. Comment il m'avait courtisé avec de la poésie et des blagues horribles. Comment il m'avait tenu la main pendant l'accouchement difficile de Charlotte. Comment il avait dansé avec moi dans la cuisine pendant que le dîner brûlait sur le feu. Comment il avait cru aux rêves, aux secondes chances et au pouvoir de se montrer présent. Il aurait été fier de toi, dit Lily. Pour t'être défendu. Pour avoir refusé de disparaître. Tu penses que je suis trop dur avec ta mère? Lily réfléchit, son jeune visage pensif. Je pense que tu es honnête. Peut-être que pour la première fois depuis des années, tu es complètement honnête. Ce n'est pas dur. C'est nécessaire. Au cours des mois suivants, Charlotte m'appelait de temps en temps. Toujours avec le même objectif, la réconciliation à ses conditions, le pardon sans reconnaissance, un retour au statu quo où je donnais et elle prenait, et où nous faisions tous les deux semblant d'amour. Mais j'avais appris quelque chose pendant ces heures à l'arrêt de bus. J'avais appris la différence entre être utile et être valorisé, entre être pratique et être chéri, entre être de la famille et être juste de la famille. Je n'étais pas cruel. Quand elle appelait, je répondais. Quand elle me demandait des nouvelles de ma santé, je le lui disais. Quand elle me donnait des nouvelles de sa vie, je l'écoutais. Mais je ne lui offrais pas d'argent. Je n'ai pas résolu ses problèmes. Je ne me suis pas fait plus petit pour la mettre à l'aise. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si froide, dit-elle lors d'une de nos conversations. Je ne suis pas froide, Charlotte. Je suis honnête. Je suis présente. Je suis moi-même plutôt que la version de moi-même que tu trouves la plus utile. Mais nous sommes une famille. Oui, nous sommes une famille. Et être une famille, c'est être présent. C'est s'inclure dans les moments importants. C'est se voir comme des personnes à part entière, pas seulement comme des sources de soutien ou de réconfort. Je te vois. Et toi? À quand remonte la dernière fois que tu m'as interrogé sur mes rêves? Mes peurs? Mes espoirs pour l'avenir? À quand remonte la dernière fois que tu es venu me voir juste pour passer du temps avec moi, et non parce que tu avais besoin de quelque chose? Silence. Je le pensais? La conversation s'est terminée comme elle le faisait toute maintenant, Charlotte frustrée et moi étrangement apaisée. Je n'essayais pas de la punir. Je refusais simplement de participer à une dynamique qui m'avait effacé pendant des décennies. Lily me rendait visite plus souvent maintenant. Parfois seule, parfois accompagnée d'amis de l'université, charmée par mes histoires, ma volonté de parler franchement d'amour, de deuil et du courage qu'il faut pour insister et être vue. Ta grand-mère est remarquable, dit l'un d'eux à Lily après avoir passé un après-midi à écouter mes récits sur la résistance, les débuts de mon mariage, les rêves que j'avais repoussés et ceux que je poursuivais enfin. Elle a toujours été remarquable, répondit Lily. Les gens ont juste oublié de la remarquer. Pour mon 78e anniversaire, Lily m'a fait la surprise d'une fête. Pas la célébration silencieuse et pleine d'excuses à laquelle je m'étais habituée, mais une vraie fête avec des fleurs, de la musique et des rires. Elle avait invité mes voisins, les femmes de mon club de lecture, le couple qui tenait la boulangerie du coin. Des gens qui me voyaient comme plus qu'un rôle, plus qu'une fonction. Charlotte est venue aussi, arrivant en retard avec un cadeau coûteux et un sourire nerveux. Elle se tenait maladroitement dans mon salon, entourée de gens qui me connaissaient comme moi-même, non comme sa mère ou la grand-mère de qui que ce soit, mais comme Marguerite. Marguerite qui lisait de la philosophie, écrivait de la poésie et avait des opinions sur la politique, l'art et la bonne façon de préparer la bouillabaisse.
Je ne savais pas que tu avais autant d'amis, dit Charlotte en me regardant rire d'une remarque de mon animatrice de club de lecture sur Voltaire. J'ai toujours eu des amis, répondis-je. Tu ne m'as juste jamais posé de questions à leur sujet. Plus tard, après le départ des invités et le rangement de Lily, Charlotte s'attarda. Elle fit le tour de mon appartement comme si elle le voyait pour la première fois, remarquant les tableaux que j'avais accrochés, les livres que j'avais accumulés, les photos que j'avais exposées, pas seulement de famille, mais aussi de voyages, d'amis que j'avais rencontrés, de moments précieux. « Quand as-tu acheté ce tableau ?» demanda-t-elle en s'arrêtant devant une petite aquarelle représentant la Méditerranée. « Le mois dernier, Lily et moi sommes allés à un vernissage. J'en suis tombée amoureuse. » « Tu es allée à un vernissage ? Pourquoi as-tu l'air si surprise ? J'ai toujours aimé l'art. J'ai simplement arrêté de partager cette partie de moi quand il est devenu évident que personne ne s'y intéressait. » Elle resta silencieuse un long moment, observant le tableau. « Maman, je crois que j'ai été une fille épouvantable. » Ce n'étaient pas des excuses, pas encore. Mais c'était une reconnaissance. Le début d'une prise de conscience. « Tu as été une fille très occupée, dis-je. Occupée par ta vie, tes problèmes, ta famille. Ce n'est pas terrible. C'est humain. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu ne résous pas ça, Charlotte. Tu changes ça. Tu commences à te montrer. Tu commences à poser des questions. Tu commences à me voir comme une personne plutôt qu'une fonction. Je veux essayer. Bien. Mais comprends, je ne reviendrai pas comme avant. Je ne redeviendrai pas invisible. Je ne financerai pas ta vie pendant que tu effaceras la mienne. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être sincère. Elle doit être réciproque. Elle doit m'inclure tel que je suis, pas tel que tu as besoin que je sois. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Et toi? Parce que comprendre et agir sont deux choses différentes. J'ai passé des décennies à comprendre pourquoi tu t'es comporté comme ça. Comprendre ne change rien. Agir, oui. Ce soir-là, après le départ de Charlotte et le ménage de Lily, nous nous sommes assises sur mon petit balcon donnant sur la rue. La même rue où j'avais attendu à l'arrêt de bus des mois auparavant, où j'avais appris la différence entre être oubliée et être effacée. « Tu crois qu'elle va changer ?» demanda Lily, recroquevillée sur la chaise à côté de la mienne. « Je ne sais pas. Mais je l'espère. Pour elle, pas pour moi. Je vais bien dans les deux cas. » Et c'était le cas. Pour la première fois depuis des décennies, j'allais bien dans les deux cas. J'avais appris à aimer ma fille sans dépendre de son amour en retour. J'avais appris à désirer sa présence sans avoir besoin de son approbation. J'avais appris à être une mère sans disparaître dans ce rôle. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose ? » « N'importe quoi. » « Est-ce que tu regrettes parfois de t'être exprimée, d'avoir tout changé ?» ai-je réfléchi en regardant le soir s'installer dans la rue familière. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je regrette toutes ces années passées à me rabaisser. Je regrette de t'avoir appris, à toi et à ta mère, par l'exemple, que l'amour est synonyme de sacrifice et non de célébration. Mais parler? Tout changer? Non. Je ne regrette pas d'être redevenu visible. Que dirais-tu à quelqu'un dans ta situation? À quelqu'un qui a été effacé par sa propre famille? Je lui dirais ce que j'aurais aimé qu'on me dise, on n'est pas obligé de s'immoler par le feu pour réchauffer les autres. On n'est pas obligé de disparaître pour que les autres se sentent mieux. On n'est pas obligé d'accepter des miettes et d'appeler ça de l'amour. Et s'ils ont peur? S'ils ont peur d'être seuls? Je leur dirais qu'il y a une différence entre être seul et être solitaire. Être seul, c'est avoir de l'espace pour respirer, réfléchir, se souvenir de qui l'on est. Être seul, c'est être entouré de gens qui ne nous voient pas. J'ai été seul pendant des décennies, entouré d'une famille qui avait besoin de moi mais qui ne me connaissait pas. Maintenant, je suis parfois seul, mais jamais seul. Lily sourit, ce sourire éclatant et simple qui me rappelait pourquoi je m'étais tant battue pour rester visible. Je t'aime, grand-mère. Pas pour ce que tu fais pour moi, mais pour qui tu es. Je t'aime aussi, ma petite. Merci de me voir. Merci de m'avoir appris qu'être vu est quelque chose qu'on peut exiger. Alors que l'automne laissait place à l'hiver,
Charlotte commença à changer. Lentement, timidement, comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Elle commença à appeler plus souvent, non pas quand elle avait besoin de quelque chose, mais quand elle voulait parler. Elle s'enquit de mon club de lecture, de mes cours d'art, de mes réflexions sur la politique, la philosophie et l'état du monde. Elle m'a invité à dîner, non pas chez elle où je m'étais toujours sentie comme une invitée, mais dans des restaurants où nous pouvions nous asseoir d'égal à égal, où la conversation pouvait se faire dans les deux sens. Elle m'écoutait quand je parlais de papa, des rêves que j'avais repoussés, de la femme que j'avais été avant de devenir mère. Je ne savais pas que tu voulais être écrivain, m'a-t-elle dit un soir autour d'un verre de vin et de fromage. Je te l'ai dit à maintes reprises au fil des ans. Tu ne m'écoutais tout simplement pas. Je t'écoute maintenant. Je sais. C'est pour ça que je te le répète. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments où elle retombait dans ses vieilles habitudes, où elle me voyait comme une ressource plutôt que comme une personne. Mais maintenant, je la lui ai rappelé. J'avais le courage de dire, ce n'est plus comme ça que ça marche. Et petit à petit, elle a appris. Petit à petit, elle a commencé à me voir. Un jour de printemps, presque un an après le mariage, elle est venue me voir, les larmes aux yeux. « Maman, j'ai trouvé quelque chose. » Elle me tendit un petit carnet, usé par le temps. Il était dans les affaires de papa. J'étais enfin en train de fouiller son bureau et j'ai trouvé ça. Je l'ouvris et découvris son écriture, soignée et précise. Un récit de nos conversations, de nos rêves partagés, de moments précieux. Mon désir de voyager en Toscane. Mon ambition secrète d'apprendre l'italien. Mon amour des promenades au lever du soleil au bord de la rivière. Mon envie de suivre un cours d'art, d'apprendre à peindre les paysages que j'admirais depuis des décennies. Il a tout noté, murmura Charlotte. Chaque rêve que tu as partagé avec lui. Chaque espoir, chaque peur, chaque belle chose que tu as dite. Il t'a vu dans sa totalité. Je suivis ces mots du doigt, me souvenant de l'homme qui m'avait si bien connu, qui ne m'avait jamais laissé disparaître, même lorsque le monde me poussait à me faire plus petite. Il l'a fait, dis-je. Il m'a vu comme Lily me voit. Comme tu apprends à me voir. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour apprendre. Tu apprends maintenant. C'est l'essentiel. Cet été-là, Lily a obtenu son diplôme universitaire. Charlotte a organisé une fête, mais cette fois, elle m'a impliquée dans l'organisation. Elle m'a sollicité pour mon avis, mes idées, mes préférences. Elle m'a présenté à ses amis non pas comme la grand-mère de Lily, mais comme ma mère, Marguerite. C'est une écrivaine, une passionnée d'art et l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Les photos de ce jour-là nous montrent tout ensemble, 3 générations de femmes, chacune visible, chacune valorisée, chacune vue. Je garde une de ces photos sur mon bureau, à côté de l'aquarelle que Lily et moi avons choisie ensemble, à côté du carnet où papa a noté mes rêves. Des rappels que l'amour ne consiste pas à disparaître. Il s'agit d'être visible. Il s'agit d'être vu, connu et valorisé pour ce que l'on est et non pour ce que l'on peut offrir. Mon appartement est différent maintenant. Les meubles sont disposés pour mon confort, pas pour des invités qui viennent rarement. Les murs sont couverts d'œuvres d'art qui me parlent, de livres qui me mettent au défi, de photos qui me rappellent des moments où je me sentais pleinement moi-même. J'ai planté des herbes sur le balcon, je me suis inscrit à des cours d'italien, j'ai commencé à écrire les histoires que je porte depuis des décennies. Certains soirs, je m'assois sur le balcon et je regarde la rue en contrebas. Parfois, je vois l'arrêt de bus où j'ai attendu ce soir de juin, où j'ai appris la différence entre être oublié et être effacé. Mais je ne ressens pas de tristesse quand je le vois. Je ressens de la gratitude. De la gratitude pour le réveil que cette soirée douloureuse m'a apporté. De la gratitude pour le courage qu'elle m'a donné d'insister pour être vue. De la gratitude pour la femme que je suis devenue quand j'ai cessé d'essayer d'être commode et commencé à essayer d'être authentique. Charlotte me rend visite plus souvent maintenant. Lily appelle chaque semaine. Nous avons de vraies conversations, le genre où toutes les parties contribuent, où les pensées et les sentiments de chacun comptent. Nous planifions des voyages ensemble, partageons des livres, débattons de politique, rions de blagues privées qui nous incluent tous. Mais même s'il cessait d'arriver, même si je me retrouvais à nouveau seul, je ne disparaîtrais pas.
J'ai trop appris sur la différence entre être seul et être seul. J'ai trop appris sur l'importance d'être vu, à commencer par me voir moi-même. J'ai 79 ans maintenant. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que ce seront des années où je serai visible. Des années où je prends de la place. Des années où j'exige d'être vu, entendu et valorisé. Des années où je refuse d'attendre à l'arrêt de bus des gens qui ont déjà décidé que je n'existais pas. Je ne suis pas un rôle. Je ne suis pas une fonction. Je ne suis pas une commodité. Je suis Marguerite. Je suis une femme qui aime l'art et la littérature et la lumière du matin qui tombe sur la table de la cuisine. Je suis une mère qui a appris à aimer sans disparaître. Je suis une grand-mère qui enseigne par l'exemple qu'être vu n'est pas quelque chose que l'on demande, mais quelque chose que l'on exige. Je suis une femme qui a passé des décennies à se faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Je suis une femme qui a appris à prendre de la place. Je suis une femme qui a cessé d'attendre et a commencé à vivre. Et voici mon histoire. Pas l'histoire d'une femme qui a été effacée, mais l'histoire d'une femme qui a insisté pour être vue. Pas l'histoire d'une victime, mais l'histoire d'une survivante qui a appris la différence entre être nécessaire et être valorisée. Voici l'histoire d'une femme qui a appris que l'amour n'est pas une question de sacrifice. Il s'agit d'être présente. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de refuser de disparaître. Et parfois, quand la situation l'exige, il s'agit d'avoir le courage de dire non. Non, je n'attendrai pas à l'arrêt de bus pour toujours. Non, je ne me rendrai pas invisible pour que tu te sentes plus à l'aise. Non, je n'accepterai pas des miettes et n'appellerai pas ça de l'amour. Non, je ne disparaîtrai pas. Plus maintenant. Plus jamais. Parce que je suis là. Je suis visible. Je suis vu. Et je suis suffisant. Juste comme je suis. Enfin, complètement, indéniablement suffisant.